tu comprendras quand tu seras plus grande, m'a dit ma mère, après avoir choisi un voyage dans un complexe 5 étoiles pour ma sœur. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé une clé sur la table et j'ai disparu avant qu'elle ne revienne. Je traîne sur ce subreddit depuis des mois, lisant les histoires de tous ceux qui tiennent tête à des membres de leur famille toxique. Je n'aurais jamais pensé poster la mienne, mais nous y voilà. Cela s'est passé il y a environ 1 an, et je suis enfin prête à partager tout ce désordre. Je m'appelle Jennifer. J'ai 24 ans et, jusqu'à récemment, je vivais avec ma mère, Denise, 52 ans, et ma sœur cadette, Amber, 19 ans. Papa est décédé quand j'avais 16 ans. Et depuis, nous vivons toutes les 3 dans notre maison familiale, dans la banlieue de Cleveland. Enfin, c'était censé être notre maison. Laissez-moi vous brosser un tableau de la façon dont les choses fonctionnaient chez les Martinez. Amber a été l'enfant chéri dès le premier jour. Maman avait toujours des excuses, elle est plus jeune. Elle est plus sensible. Elle a besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, on attendait de moi que je sois la responsable, celle qui n'avait besoin de rien, celle qui devait simplement être reconnaissante pour ce que j'avais. Quand Amber a voulu quitter son emploi à temps partiel au café du coin parce que son patron était méchant avec elle, maman a soutenu sa décision et lui a augmenté son argent de poche. Quand j'ai demandé si je pouvais utiliser une partie de mon fonds d'études pour partir à l'étranger en 3e année, la réponse a été « L'argent ne pousse pas sur les arbres, Jennifer. Sois réaliste. » Amber a reçu une Honda Civic neuve pour son 18e anniversaire. Moi, j'ai eu un vélo d'occasion pour le mien, et on m'a dit d'être reconnaissante d'avoir au moins un moyen de transport. Les amis d'Amber étaient toujours les bienvenus pour dormir à la maison, commander des pizzas et faire du bruit jusqu'à 2 heures du matin. Quand mes amis de l'université venaient, maman se plaignait du dérangement et leur demandait de partir avant 22 heures. Mais le point crucial, c'est qu'après la mort de papa, il nous a laissé la maison à toutes les 3, à parts égales. Maman avait la plus grande part en tant que son épouse, mais Amber et moi avons également hérité de portions. Nous la possédions tout ensemble, bien que maman gérait toutes les finances et les décisions de la maison. Maman a toujours promis que, lorsqu'elle ne serait plus là, Amber et moi hériterions à parts égales. C'est juste, disait-elle. Cette maison nous appartient à toutes. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en marketing et j'ai décroché un poste d'assistante marketing dans une entreprise de taille moyenne, en centre-ville. Je gagnais 45 000 € par an, ce qui n'était pas extraordinaire, mais c'était suffisant pour contribuer aux dépenses du ménage et commencer à épargner. J'ai proposé de payer un loyer à plusieurs reprises, mais maman a toujours refusé. C'est ta maison, chérie. La famille ne paie pas de loyer. Amber, de son côté, a abandonné le collège communautaire après un semestre, prétendant que ce n'était pas pour elle. Elle a eu environ 8 emplois différents en 2 ans, démissionnant généralement au bout d'1 mois ou 2, à cause de drames avec des collègues ou des clients. Maman ne l'a jamais pressée de contribuer financièrement. Elle est en train de se chercher, était son refrain constant. La situation qui m'a finalement fait craquer a commencé en février. Amber sortait avec ce garçon, Chase, depuis environ 6 mois. Il était correct, je suppose, mais Amber était complètement obsédée par lui. Elle parlait de lui constamment, publiait sur leur relation sur les réseaux sociaux tous les jours, et en avait fait, pour ainsi dire, toute sa personnalité. Un jour, début mars, Amber a fait irruption dans le salon où maman et moi regardions la télévision, vibrant pratiquement d'excitation. Chase m'a demandé en mariage, a-t-elle crié, agitant une petite bague en diamant. Nous sommes fiancés. J'avoue que ma première pensée a été qu'ils étaient bien trop jeunes, et qu'ils n'étaient pas ensemble depuis assez longtemps pour prendre une telle décision. Mais je l'ai félicité et je l'ai interrogé sur leur projet. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Nous voulons un mariage à l'étranger, a annoncé Amber. Quelque part de tropical et de magnifique. Chase a regardé des complexes hôteliers aux Bahamas. Maman s'est immédiatement mise à s'extasier sur le romantisme et la merveille de l'idée. J'ai posé la question pratique, comment comptez-vous payer pour ça? Ce genre de mariage est cher. Le visage d'Amber s'est un peu assombri. Eh bien, nous espérions. Je veux dire, puisque papa a toujours dit qu'il voudrait m'accompagner à l'hôtel un jour. Elle a regardé maman avec des yeux de biche. L'expression de maman s'est complètement adoucie. Bien sûr, ma chérie. Nous trouverons une solution. C'est ton jour spécial. Au cours des semaines suivantes, Amber a cherché des lieux de manière obsessionnelle.
Elle a jeté son dévolu sur un incroyable complexe hôtelier à Nassau, qui coûtait 15 000 € juste pour le forfait mariage, sans compter les vols, l'hébergement ou les extras. Pour une famille de 3, plus les parents de Chase, nous approchions d'un total de près de 30 000 €. J'ai essayé d'être compréhensive. Vraiment. Mais quand Amber a commencé à parler de voler en première classe et de surclasser ensuite avec vue sur l'océan, j'ai dû intervenir. Amber, peut-être devrions-nous regarder des options plus abordables. Il y a de beaux endroits qui ne coûtent pas aussi cher. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré de se marier dans une station-service. Jennifer, c'est le mariage de mes rêves. J'ai planifié ça toute ma vie. Tu es fiancée depuis 3 semaines. Tu es juste jalouse parce que personne ne veut t'épouser. Ça m'a blessé, mais j'ai laissé tomber. Amber avait toujours été dramatique. Le vrai problème est devenu clair lorsque maman m'a convoqué pour une réunion de famille fin mars. Elle avait fait ses calculs, a-t-elle dit, et le mariage allait nécessiter un financement créatif. Ils avaient fixé la date au 15 septembre, ce qui nous laissait 6 mois pour planifier et économiser. J'ai pensé à la maison, dit-elle prudemment. Tu sais, la valeur des propriétés a beaucoup augmenté ces dernières années. Si nous prenions un prêt sur valeur domiciliaire, nous pourrions facilement couvrir les frais du mariage d'Amber. Je l'ai regardé, bouche bée. Tu veux hypothéquer la maison pour un mariage? Ce n'est pas n'importe quel mariage, Jennifer. C'est le mariage de rêve d'Amber, et ce n'est pas comme si nous dépensions l'argent à la légère. C'est un événement unique dans une vie. Maman, et si quelque chose arrive à tes revenus? Et si tu ne peux plus payer les mensualités? On pourrait perdre la maison. Ne sois pas si négative. Mon travail est stable, et tu contribues maintenant aussi. On peut gérer les paiements mensuels. J'ai essayé d'expliquer que s'endetter autant pour une fête me semblait incroyablement risqué, surtout quand Amber et Chase n'avaient ni économie ni emploi stable. Maman m'a accusé d'être peu solidaire et jalouse, mais j'ai accepté d'y réfléchir. Quel choix avais-je? C'était 2 contre 1, et maman gérait les finances de la maison. Quelques semaines plus tard, en avril, maman m'a de nouveau approché. Elle était allée à la banque et avait obtenu une préapprobation pour un prêt sur valeur domiciliaire de 35 000 €. Les mensualités s'élèveraient à environ 400 €, ce qu'elle était convaincue que nous pourrions gérer entre son salaire et ma contribution aux dépenses du ménage. Il y a juste un petit détail, dit-elle. Comme toi et Amber êtes toutes les 2 copropriétaires sur l'acte, la banque a besoin que nous signions toutes les 3 les documents du prêt. Mon estomac s'est noué. Maman, je ne me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Jennifer, s'il te plaît. C'est pour le bonheur de ta sœur. Ne veux-tu pas qu'Amber ait le mariage dont elle a toujours rêvé? J'ai demandé plus de temps pour réfléchir, mais la pression était constante. Amber faisait des commentaires sur le fait que j'étais la seule chose qui se dressait entre elle et son jour parfait. Maman soupirait de façon dramatique chaque fois que la planification du mariage était mentionnée, soulignant à quel point Amber était déçue que nous ne puissions pas avancer. Finalement, début mai, j'ai cédé. J'ai signé les documents du prêt, et maman a immédiatement commencé à transférer de l'argent pour couvrir les dépenses du mariage d'Amber. La date était fixée au 15 septembre, dans seulement 4 mois. Presque immédiatement, les dépenses ont explosé. Amber a décidé qu'il lui fallait une nouvelle garde-robe pour le voyage. Elle a réservé des soins au spa et des excursions qui ne faisaient pas partie du forfait initial. Elle a insisté pour organiser un dîner de répétition dans le restaurant le plus cher du complexe. Quand j'ai soulevé la question des coûts croissants, maman m'a dit de ne pas m'inquiéter. On s'arrangera. C'est le moment d'Amber. 2 semaines avant le mariage, Amber a annoncé qu'elle avait invité 6 amis supplémentaires à se joindre à la célébration. Plus on est de fous, plus on rit, a-t-elle dit joyeusement. J'ai fait le calcul. Avec les invités supplémentaires, les hébergements surclassés et tous les ajouts qu'Amber n'arrêtait pas de demander, nous nous approchions d'un total de près de 50 000 € de dépenses. Notre prêt de 35 000 € n'allait pas suffire. Comment allons-nous payer le reste, ai-je demandé à maman. J'y ai pensé, a-t-elle dit. Je pourrais faire quelques avances de fonds sur mes cartes de crédit pour couvrir la différence. Peut-être 8 000 € environ. J'ai eu la nausée. Maman, c'est de la folie. Les taux d'intérêt sur les avances de fonds sont de l'ordre de 25%. On ne pourra jamais rembourser ça. Jennifer, parfois il faut prendre des risques pour les gens qu'on aime. Amber le mérite.
J'ai tenté une dernière fois de les raisonner. J'ai suggéré de réduire certains extras, peut-être de diminuer la liste des invités ou de trouver des moyens de réduire les coûts sans ruiner la vision d'Amber. Elles ont toutes les deux agi comme si j'essayais de détruire le bonheur d'Amber par pure méchanceté. Tu comprendras quand tu seras plus grande, a dit maman d'un ton dédaigneux. Pour l'instant, tu te concentres sur l'argent, mais c'est la famille qui compte vraiment. Un jour, tu voudras aussi que ta famille fasse des sacrifices pour ton bonheur. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant des jours. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'avais 24 ans, j'étais diplômé de l'université, j'avais un emploi et je contribuais au ménage. Mais apparemment, j'étais trop jeune et immature pour avoir une opinion valable sur le fait de s'endetter jusqu'au cou pour une fête. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée une semaine avant le mariage. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Amber et maman entourés de sacs de courses dans le salon. Amber exhibait une robe de créateur qu'elle avait achetée pour le dîner de répétition. Elle coûtait 800 €, mais c'est du Valentino, s'est-elle exclamée. Je n'aurai probablement plus jamais rien d'aussi beau. J'ai explosé. Amber, nous avons déjà dépassé le budget de ce mariage de 15 000 €. Pourquoi continues-tu à dépenser de l'argent que nous n'avons pas? Mon Dieu, Jennifer, tu es tellement obsédée par l'argent. Ce n'est qu'une robe. C'est une robe à 800 € que nous payons avec des dettes de carte de crédit. La voix d'Amber est devenue froide. C'est mon mariage. Si tu ne veux pas me soutenir, peut-être que tu ne devrais pas venir. J'ai regardé maman, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître à quel point cela était devenu déraisonnable. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit, « Jennifer, je sais que tu es stressée par les finances, mais ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? C'est le jour le plus important de sa vie. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que maman avait dit. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Le ton condescendant, le mépris de mes préoccupations très raisonnables, la supposition que j'étais tout simplement trop immature pour comprendre l'importance de la famille. J'ai pensé à mon père, qui m'avait toujours traité comme une personne intelligente dont les opinions comptaient. Il n'aurait jamais hypothéqué notre maison pour un mariage. Il n'aurait certainement pas balayé mes inquiétudes avec des commentaires condescendants sur l'âge et la maturité. Et j'ai pensé à la maison. Papa nous l'avait laissée à toutes les trois à parts égales. Maman disait toujours qu'un jour, elle serait à Amber et à moi, que c'était notre sécurité, notre héritage. Maintenant, elle était prête à risquer de la perdre pour une fête. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à faire des recherches sur les avocats immobiliers et le droit de la propriété. Ce que j'ai appris était très intéressant. Comme Amber et moi étions toutes les deux copropriétaires à parts égales avec maman sur l'acte de propriété, n'importe laquelle d'entre nous avait le droit de demander au tribunal une vente par licitation. Essentiellement, si les copropriétaires d'un bien ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur sa gestion, le tribunal pouvait ordonner sa vente et la répartition du produit en fonction des pourcentages de propriété. C'était une option radicale, et cela détruirait probablement ma relation avec ma famille, mais je me voyais déjà face à des années de paiement de dettes pour des prêts que je n'avais jamais voulu. De plus, Amber pourrait avoir son moment de princesse parfait. J'ai passé le week-end à parler à des avocats. Le processus prendrait plusieurs mois, mais c'était tout à fait possible. La maison valait environ 320 000 € selon des ventes comparables récentes. Il restait encore environ 180 000 € sur l'hypothèque initiale, plus le nouveau prêt sur valeur domiciliaire de 35 000 €. Après avoir remboursé ces montants et les frais de justice, il nous resterait environ 95 000 € à diviser en 3. Ma part serait d'environ 30 000 €. Pas une fortune, mais assez pour un acompte décent pour un appartement et un peu de marge de manœuvre. Mais je n'étais pas tout à fait prête à passer à l'acte. J'ai décidé d'essayer une dernière conversation avec maman. Lundi soir, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi en privé. Je lui ai expliqué mes inquiétudes concernant la dette que nous contractons, le risque pour notre maison et le schéma d'irresponsabilité financière que ce mariage représentait. Maman, j'aime Amber et je veux qu'elle soit heureuse, mais nous hypothéquons notre avenir pour une seule journée. Que se passera-t-il si tu perds ton emploi? Que se passera-t-il si la maison a besoin de réparations importantes? Nous n'aurons plus de fonds propres et 50 000 € de dette à taux d'intérêt élevé. Maman a écouté, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait déjà pris sa décision. Jennifer, je comprends que tu sois inquiète, mais parfois dans la vie,
il faut faire des actes de foi pour les gens qu'on aime. Amber a eu du mal à trouver sa voie, et ce mariage représente un nouveau départ pour elle. Je ne vais pas laisser l'anxiété financière lui voler ce moment. Et mon avenir? Et ma sécurité? Tu es jeune, intelligente et capable. Tu t'en sortiras. Amber a besoin de plus de soutien en ce moment. Et voilà. La même vieille dynamique qui avait défini notre famille depuis la mort de papa. Les besoins d'Amber passaient toujours en premier. Mes préoccupations étaient toujours secondaires. Et si je disais que je voulais vendre la maison, demandai-je doucement. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Et si je disais que je ne voulais plus faire partie de ça? Et si je voulais encaisser ma part et recommencer ailleurs? Jennifer, tu ne peux pas être sérieuse. C'est notre maison de famille. Ton père voulait que nous restions ensemble. Papa voulait que nous prenions soin les unes des autres. Il ne voulait pas que nous fassions faillite en organisant des fêtes. Nous avons discuté pendant une autre heure, mais il était clair que maman ne changerait pas d'avis. Le mariage d'Amber aurait lieu, quelles que soient les conséquences financières, et on attendait de moi que je suive le mouvement, car la loyauté familiale l'emportait sur tout le reste. Cette nuit-là, j'ai appelé l'avocat que j'avais consulté plus tôt et je lui ai dit que je voulais aller de l'avant avec une action en partage. Il m'a expliqué que je devrais faire signifier officiellement les documents juridiques aux autres parties. Laisser des documents sur une table de cuisine ne serait pas juridiquement suffisant. Le lendemain matin, mardi 5 août, exactement 6 semaines avant le mariage d'Amber, j'ai déposé les documents juridiques pour forcer la vente de notre maison familiale. J'ai pris des dispositions pour qu'un huissier de justice remette les papiers à maman et Amber le lundi suivant, 12 août, ce qui leur donnerait un mois complet avant le mariage pour traiter la situation. Je n'ai pas immédiatement parlé de la poursuite à ma mère et à Amber. Elle partait le jeudi 12 septembre pour les Bahamas, et je voulais me donner le temps de réfléchir à mes prochaines étapes avant l'explosion inévitable. L'huissier de justice leur remettrait les papiers le lundi 12 août, leur laissant un mois entier pour gérer la situation juridique avant leur mariage. Le mercredi 11 septembre au soir, j'ai fait 2 valises avec mes affaires les plus importantes et les ai chargées dans ma voiture. J'ai trouvé un appartement en location à court terme de l'autre côté de la ville et j'ai versé un acompte. J'ai pris des dispositions pour prendre une semaine de vacances de mon travail, avec effet immédiat. Le jeudi matin, j'ai attendu que ma mère et Amber partent pour l'aéroport. Amber était pratiquement en train de sauter de joie, parlant sans arrêt de la perfection de tout ce qui allait se passer. Ma mère semblait stressée par tous les détails de dernière minute, mais heureuse de voir Amber si heureuse. Elles ont à peine remarqué mon au revoir. Je restais derrière pour tenir le fort et les verrai à leur retour le lundi. Après le départ de leur Uber, je suis retourné une dernière fois dans la maison. J'ai parcouru toutes les pièces, me souvenant de mon père m'apprenant à faire du vélo dans l'allée, m'aidant avec mes devoirs à la table de la cuisine et me lisant des histoires pour dormir dans ma chambre d'enfant. Cet endroit allait me manquer, mais il ne ressemblait plus à un foyer depuis longtemps. J'ai laissé une enveloppe scellée sur la table de la cuisine au nom de ma mère. À l'intérieur se trouvait une copie des documents de la poursuite en partage et une brève note. « Maman, j'ai essayé de te parler de mes préoccupations, mais tu as clairement montré que les désirs d'Amber sont plus importants que la sécurité financière de notre famille. Puisque tu es déterminé à risquer la maison pour son mariage, j'ai décidé de réclamer ma part maintenant plutôt que d'attendre la saisie inévitable. Tu aurais dû recevoir les documents officiels du tribunal le mois dernier. Les coordonnées de mon avocat sont incluses. Je resterai ailleurs pendant que tout cela se réglera. J'espère que le mariage d'Amber est tout ce dont elle a rêvé. Jennifer. » J'ai également laissé la clé de ma maison sur la table, à côté de l'enveloppe. Puis j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement et j'ai attendu. Elles sont rentrées le lundi soir, 16 septembre, vers 20h. Je regardais Netflix quand mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel est venu d'Amber à 20h47. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était principalement des cris et des pleurs sur le fait que j'étais une garce jalouse et vengeresse qui avait ruiné la meilleure semaine de sa vie. Le deuxième appel est venu de maman à 21h15, qui est également allée sur la messagerie vocale. Ce message était plus calme mais, d'une certaine manière, plus dévastateur. Elle a dit qu'elle était déçue au-delà des mots et ne pouvait pas comprendre comment je pouvais être si cruel et égoïste. Elle a exigé que je la rappelle immédiatement pour m'expliquer. Au cours des 3 heures suivantes, j'ai reçu 47 appels téléphoniques, 32 messages textes, et Dieu sait combien de messages vocaux. Maman et Amber ont alterné entre la colère,
la négociation et le chantage affectif. Quelques extraits d'Amber, je ne peux pas croire que tu me ferais ça pendant le moment le plus heureux de ma vie. Maman pleure et c'est entièrement de ta faute. De maman, ton père aurait honte de toi. Comment as-tu pu attaquer ta propre famille de la sorte? D'Amber à nouveau, les parents de Chase pensent que nous sommes des ploucs maintenant à cause de cette histoire de procès. Tu m'as humilié. De maman, si tu penses que tu peux nous faire chanter pour nous soutirer de l'argent, tu te trompes. Nous nous battrons contre ça. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À quoi bon? J'avais essayé d'avoir des conversations raisonnables pendant des mois, et elle m'avait rejeté à chaque fois. Mardi matin, j'ai reçu un appel de mon avocat, Tom Rodriguez. Maman avait appelé son bureau et laissé des messages très en colère. Elle semble penser que vous pouvez simplement abandonner la poursuite si vous le souhaitez, a-t-il dit. Je lui ai expliqué que ça ne marche pas comme ça une fois que les documents sont déposés, mais elle n'a pas semblé comprendre. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé. Probablement de 4 à 6 mois, en supposant qu'elle ne conteste pas. Si elles se battent, cela pourrait être plus long. Quelles sont les chances qu'elles se battent? Honnêtement, faibles. La loi est assez claire sur les droits de partage. Se battre ne ferait que leur coûter des frais de justice qu'elles ne peuvent apparemment pas se permettre. Cet après-midi-là, Amber s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé pour me dire que j'avais une visiteuse qui causait du grabuge dans le hall. Je suis descendu pour trouver Amber en train de pleurer et de faire une scène devant la réception. « Jennifer, s'il te plaît » a-t-elle dit en me voyant. « Tu dois arrêter ça. Maman ne peut pas dormir. » Elle parle de prendre d'autres prêts pour combattre la poursuite. Je l'ai emmenée dehors où nous pouvions parler en privé. « Amber, j'ai essayé de discuter de ça avec vous pendant des mois. Vous n'avez pas voulu écouter. Mais je viens de me marier. C'était censé être le moment le plus heureux de ma vie, et maintenant tout est ruiné. Comment s'est passé ton mariage? La question a semblé la prendre au dépourvu. C'était magnifique. Parfait, en fait. Le complexe était incroyable, et la cérémonie était comme un conte de fées. Je suis contente. Vraiment. Je voulais que tu aies un beau mariage. Alors pourquoi fais-tu ça? J'ai essayé d'expliquer une fois de plus la dette, le risque financier et le schéma de favoritisme qui avait mené à ce point. Amber a écouté, mais je pouvais dire qu'elle ne m'entendait pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédé par l'argent, a-t-elle finalement dit. Ce n'est que de l'argent. Nous sommes une famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous ne nous comprendrions probablement jamais. Pour Amber, l'argent était juste quelque chose qui apparaissait quand elle en avait besoin, et les conséquences des dépenses excessives étaient le problème de quelqu'un d'autre. Pour moi, l'argent représentait la sécurité, l'indépendance et la capacité de faire des choix sur ma propre vie. Je ne suis pas obsédé par l'argent, lui ai-je dit. Je ne veux juste pas passer les 10 prochaines années à rembourser la dette de ta fête. Ce n'était pas juste une fête. C'était mon mariage. Un mariage dure un jour. La dette aurait duré une décennie. Elle est partie sans dire au revoir. Les semaines suivantes ont été difficiles. Maman et Amber ont continué d'essayer différentes tactiques pour me faire abandonner la poursuite. Maman a proposé de refinancer la maison et de retirer mon nom de tous les prêts si je voulais bien annuler l'action en justice. Amber m'a écrit une longue lettre sur la loyauté familiale et le pardon. Quand la manipulation émotionnelle n'a pas fonctionné, elles ont essayé de monter d'autres personnes contre moi. Maman a appelé mes tantes et oncles pour leur dire que je déchirais la famille pour de l'argent. Amber a publié des messages vagues sur les réseaux sociaux sur le fait d'être trahi par quelqu'un en qui elle avait confiance. Certains de nos parents éloignés m'ont contacté, principalement pour exprimer leur confusion sur ce qui se passait. Quand j'ai expliqué la situation, la plupart d'entre eux ont été en fait assez compréhensifs. Le frère de mon père, l'oncle Mike, a dit qu'il pensait que j'étais intelligente de protéger mon avenir financier. Ton père s'est toujours inquiété des dépenses de ta mère, m'a-t-il dit un après-midi autour d'un café. Il disait que Denise était trop généreuse pour son propre bien, surtout quand il s'agissait d'Amber. C'était une nouvelle pour moi, mais cela avait du sens rétrospectivement. L'affaire de partage a progressé de manière constante. Maman et Amber ont engagé un avocat pour les représenter, mais comme Tom l'avait prédit, il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse faire pour arrêter le processus. Le tribunal a ordonné une expertise de la propriété et a fixé une audience pour approuver la vente.
Pendant ce temps, j'ai dû faire face à des retombées que je n'avais pas prévues. La nouvelle de la poursuite s'était répandue dans notre quartier, et j'ai commencé à recevoir des questions compatissantes mais indiscrètes de la part des voisins. Quand je suis retourné chercher d'autres de mes affaires, Madame Patterson d'un accent grave côté m'a accosté un après-midi alors que je chargeais des cartons dans ma voiture. « Jennifer, ma chérie, j'ai entendu ce qui se passe avec la maison », a-t-elle dit, baissant la voix d'un air conspirateur. « Je veux juste que tu saches que ton père serait fier de toi de t'être défendu. » Ce commentaire m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je m'étais constamment remise en question, me demandant si papa approuverait vraiment que je force la vente de notre maison familiale, mais Madame Patterson connaissait notre famille depuis 15 ans. Elle avait vu Amber grandir en obtenant tout ce qu'elle voulait, tandis que je travaillais pour chaque opportunité. « Ta mère a de bonnes intentions », a-t-elle poursuivi, mais sa fille a été pourri gâtée depuis le décès de ton père. Il fallait bien que quelqu'un y mette un terme un jour ou l'autre. Au travail, je me suis plongé dans mes projets avec une concentration renouvelée. Avoir mon propre logement et savoir que je construisais une véritable indépendance financière m'a donné une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma patronne, Margaret, a remarqué le changement et m'a prise à part lors de notre réunion mensuelle. « Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais quoi que ce soit, ça semble te réussir », a-t-elle dit. « Ton travail a été exceptionnel ces derniers mois. J'ai pensé à te promouvoir au poste de coordinatrice marketing senior. » La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de salaire de 8 000 €, ce qui m'a semblé être un signe de l'univers me disant que j'avais fait le bon choix. J'étais enfin reconnu pour mes contributions, au lieu d'être traité comme un distributeur automatique pour les rêves des autres. Pendant ce temps, le drame à la maison s'intensifiait d'une manière dont j'entendais parler par le biais des rumeurs familiales. Ma cousine, Maria, m'a appelé début août pour me mettre au courant de ce qu'elle avait entendu de sa mère, qui avait parlé à maman. Apparemment, Amber fait des crises de panique à cause de la situation de la maison, m'a dit Maria. Elle est convaincue que tout le monde en ville parle de leurs problèmes financiers et elle a honte de sortir de chez elle. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais ensuite Maria a poursuivi, ce qui est bizarre, c'est qu'elle continue de publier sur Instagram à quel point son mariage était parfait et de montrer toutes les choses chères qu'elle a achetées pour la lune de miel. Jean, ma fille, peut-être ne devrais-tu pas exhiber tes sacs à main de créateur si tu essaies d'obtenir de la sympathie pour tes problèmes d'argent. C'était si typiquement Amber. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre, être vue à la fois comme la victime de ma cruelle poursuite et comme la nouvelle mariée glamour vivant sa meilleure vie. La véritable révélation est survenue lorsque j'ai croisé la mère de Chase, Patricia, à l'épicerie à la mi-août. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois avant le mariage, mais elle m'a reconnu et s'est approchée avec prudence. « Jennifer, j'espère que ça ne te dérange pas que je te le demande, mais est-ce que tout va bien dans ta famille ? Chase a mentionné qu'il y avait des problèmes juridiques avec votre maison. » Je lui ai donné une brève explication diplomatique sur la poursuite en partage, en me concentrant sur le désaccord financier plutôt que sur le drame familial. Patricia a écouté avec une expression de plus en plus préoccupée. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Chase ne nous a pas raconté toute la situation. On pensait juste que vous aviez une sorte de dispute familiale à propos des dépenses du mariage. Qu'est-ce qu'Amber vous a dit ?» Patricia avait l'air mal à l'aise. « Eh bien, elle a dit que tu étais jalouse de ne pas être le centre de l'attention et que tu essayais de ruiner son mariage en lui causant du stress financier. Elle a fait croire que tu étais vengeresse pour quelque chose d'insignifiant. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Je n'étais pas entièrement surprise, mais ça m'a quand même fait mal de savoir qu'Amber répandait cette version des faits à la famille de Chase. La vérité, ai-je dit à Patricia avec précaution, c'est que j'étais préoccupé par le montant de la dette contractée pour le mariage. Quand j'ai essayé de discuter d'alternatives, on m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre les priorités familiales. J'ai senti que ma seule option était de protéger mes propres intérêts financiers. Patricia a hoché la tête lentement. Je dois admettre que le père de Chase et moi avons été choqués par le prix de tout. Nous avons proposé de contribuer, mais Amber a insisté pour que tout soit exactement comme elle l'avait prévu, quel qu'en soit le coût. Nous avons fini par dépenser le double de ce que nous avions budgété, juste pour suivre. C'était une nouvelle pour moi. Je ne savais pas que les parents de Chase avaient également été poussés à dépenser plus pour la vision d'Amber. Entre toi et moi, a poursuivi Patricia, Chase est stressé par l'argent depuis qu'ils sont revenus de leur lune de miel. Amber n'arrête pas de parler d'acheter une maison et de fonder une famille tout de suite, mais ils peuvent à peine se permettre leur appartement actuel avec toute la dette du mariage qu'ils ont.
Après cette conversation, je me suis sentie plus confiante que jamais d'avoir fait le bon choix. Il ne s'agissait pas seulement de me protéger de la dette, il s'agissait de refuser de cautionner un schéma d'irresponsabilité financière qui nuisait à tout l'entourage d'Amber, y compris à son nouveau mari. L'expertise ordonnée par le tribunal a eu lieu fin octobre. L'expert a passé environ 2 heures à la maison, mesurant les pièces et prenant des photos. Je n'étais pas là, mais maman m'a appelé après pour me dire que la valeur préliminaire était de 315 000 €, ce qui était proche de ce que j'avais estimé des mois plus tôt. L'avocat dit que nous devrions nous attendre à ce que la vente finale ait lieu en décembre ou en janvier, a-t-elle dit, sa voix plate et résignée. Amber n'arrête pas de demander s'il y a un moyen de l'arrêter, mais il a été très clair qu'il n'y en a pas. Comment va-t-elle, ai-je demandé, me surprenant moi-même de la question. Pas bien. Elle a beaucoup d'anxiété à cause de toute cette situation. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas comme ça que sa première année de mariage devait se passer. J'ai voulu souligner que sa première année de mariage aurait pu se dérouler très différemment si elle n'avait pas insisté pour un mariage qui a coûté plus que le salaire annuel de la plupart des gens, mais cela ne servait à rien de le dire à maman. À la même époque, j'ai commencé à subir des pressions de sources inattendues. La sœur de mon père, la tante Carole, m'a appelé un soir pour discuter de la situation. Jennifer, je sais que tu te sens blessée par les décisions de ta mère, a-t-elle commencé, mais ne penses-tu pas que tu vas trop loin? Ton père aimait cette maison. C'est là que tu as grandi. Forcer ta mère et ta sœur à la vendre semble si définitif. J'ai expliqué mon raisonnement, mais tante Carole a continué d'insister. Ne pourrais-tu pas trouver un arrangement de paiement? Peut-être qu'Amber pourrait te rembourser avec le temps. Avec quel argent, tante Carole? Elle n'a pas d'emploi stable et elle vient de s'endetter massivement pour son mariage. Eh bien, et quand elle commencera à travailler à plein temps ou quand elle et Chase seront plus établis? La conversation a tourné en rond pendant 20 minutes. Finalement, j'ai compris ce qui dérangeait vraiment tante Carole. Es-tu inquiète de l'image que cela donne de la famille, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Eh bien, oui, franchement. Les gens parlent, Jennifer. Ils disent que tu es vengeresse et avide d'argent. Cela ne nous fait pas bonne figure à aucun d'entre nous. Et voilà. Le vrai problème n'était pas ma sécurité financière ou mes relations familiales. C'était la réputation de la famille dans la communauté. Je suis désolé que tu sois embarrassé, lui ai-je dit, mais je ne vais pas rester endetté pour le reste de ma vie pour protéger l'image de la famille. Cette conversation m'a fait réaliser combien de personnes s'attendaient à ce que j'absorbe tranquillement les conséquences financières des choix d'Amber pour éviter de faire des vagues. L'idée que je puisse donner la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'à l'harmonie familiale était apparemment scandaleuse pour certains parents. Mais d'autres membres de la famille m'ont davantage soutenu. Le frère de papa, Mike, m'a appelé quelques jours après ma conversation avec tante Carole. J'ai entendu dire que Carole t'a fait des misères à propos de la situation de la maison, a-t-il dit. Je voulais que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Merci, oncle Mike. Ça compte beaucoup. Ton père s'est toujours inquiété que ta mère gâte Amber au point de lui faire du mal à long terme. Il disait qu'Amber devait apprendre à gérer la déception et à faire des compromis, sinon elle ne serait jamais capable de fonctionner comme une adulte. C'était la deuxième fois que quelqu'un mentionnait les préoccupations de papa concernant l'éducation d'Amber. J'aurais aimé qu'il soit encore là pour m'aider à gérer ce pétrin, mais je commençais à comprendre qu'il aurait pu soutenir ma décision. Début septembre, le stress faisait des ravages visibles sur toutes les personnes impliquées. J'ai appris par Maria que maman s'était plus souvent déclarée malade au travail, et qu'Amber restait en pyjama la plupart des jours, lisant obsessionnellement des forums en ligne sur les conflits financiers familiaux. L'ironie, c'est que si Amber avait consacré moitié moins d'énergie à trouver un emploi stable qu'elle en consacrait à chercher des moyens de me blâmer pour leurs problèmes, elle aurait probablement pu commencer à réduire leurs dettes. En novembre, environ 3 mois après avoir intenté le procès, maman m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Jennifer. Sa voix était calme, vaincue. Pouvons-nous parler? Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Maman avait l'air épuisée. Elle avait perdu du poids et avait des cernes sombres sous les yeux. L'avocat dit que nous ne pouvons pas arrêter la vente, a-t-elle dit sans préambule. Je sais. La maison se vendra probablement pour environ 315 000 €. Après avoir remboursé les 2 hypothèques et les frais de justice, il nous restera environ 90 000 € à diviser en 3.
J'ai fait le calcul mentalement. Cela signifiait que j'obtiendrais environ 30 000 euros, ce qui était exactement ce que j'avais calculé des mois plus tôt. Ce n'est pas assez pour que nous achetions une autre maison dans ce quartier, a poursuivi maman. Pas avec les prêts étudiants d'Amber et la dette du mariage. Nous devrons déménager dans un endroit moins cher, probablement en location pendant un certain temps. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai refoulée. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Vraiment? Es-tu vraiment désolé, Jennifer? La question est restée en suspens entre nous. L'étais-je? J'étais désolé que nous en soyons arrivés là. J'étais désolé que notre famille ait implosé. J'étais désolé que papa ne soit pas là pour nous aider à traverser ce pétrin. Mais étais-je désolé de m'être défendu, d'avoir refusé qu'il hypothèque mon avenir pour le mariage fantasmé d'Amber? Non, de cela, je n'étais pas désolé. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu trouver une meilleure solution, ai-je finalement dit. Maman a hoché la tête lentement. Je sais que tu penses que j'ai toujours favorisé Amber. Peut-être que je l'ai fait. Elle semblait juste avoir besoin de plus de soutien, de plus d'encouragement. Tu as toujours été si capable, si indépendante. J'aurais été bien, ai-je dit doucement, mais cela ne signifie pas que je devrais sacrifier ma sécurité financière pour les désirs d'Amber. Tu as raison. L'aveu a semblé lui coûter quelque chose. Je me suis laissé emporter par le désir de lui offrir le mariage parfait. Je n'ai pas pensé aux conséquences à long terme. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était la première conversation honnête que nous avions eue depuis des années. Maman a admis que les dépenses du mariage étaient devenues complètement hors de contrôle et qu'elle avait eu trop honte d'admettre qu'elle était dépassée. Et Amber, ai-je demandé. Le visage de maman s'est crispé. Amber a du mal à accepter la responsabilité de tout cela. Elle pense toujours que tu as fait ça pour la blesser personnellement. Et toi? Penses-tu que j'ai fait ça pour te blesser? Maman a réfléchi attentivement à la question. Je pense que tu as fait ça pour te protéger. Je n'aime pas tes méthodes, mais je comprends tes raisons. La maison s'est vendue en janvier pour 318 000 euros. Après tous les frais et remboursements de prêt, j'ai reçu un chèque de 31 200 euros. Je l'ai utilisé comme acompte pour un petit appartement plus près du centre-ville, et j'ai enfin eu l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. Maman et Amber ont fini par déménager dans une maison de location à environ 30 minutes de la ville, où le coût de la vie était plus bas. Maman a dû prendre un deuxième emploi à temps partiel pour gérer leurs dépenses, et Amber a finalement commencé à chercher sérieusement un emploi stable. Je n'ai pas parlé à Amber depuis ce jour à mon bureau. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et refuse d'être au même endroit que moi lors des réunions de famille. Selon d'autres parents, elle et Chase vont bien, mais le stress financier de la dette du mariage a été difficile pour leur mariage. Maman et moi avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Nous déjeunons environ une fois par mois et, bien que les choses ne soient pas comme avant, elles sont plus honnêtes. Elle a admis qu'elle a materné Amber pendant des années et que la situation du mariage a été le point culminant de nombreuses mauvaises décisions financières. Il y a quelques semaines, Amber a eu un bébé. Maman m'a envoyé des photos, et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Je suis maintenant tante, mais je n'ai jamais rencontré mon neveu, et je ne le ferai probablement pas de sitôt. Parfois, je me demande si j'ai bien fait. Aurais-je pu trouver un moyen de résoudre le problème sans détruire ma famille? Aurais-je dû simplement encaisser et accepter la dette pour le bien de garder tout le monde ensemble? Mais ensuite, je pense à où j'en suis maintenant. Je suis propriétaire de ma propre maison. Je n'ai aucune dette, à l'exception de mon hypothèque. Je construis une vie basée sur mes propres choix et priorités. J'ai une relation avec ma mère qui est basée sur le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité et l'obligation. Amber a eu le mariage de ses rêves, mais au prix de la stabilité financière et des relations familiales. Maman a appris quelques dures leçons sur le maternage et la responsabilité financière. Et j'ai appris que, parfois, se protéger nécessite de faire des choix que les autres ne comprendront ou ne pardonneront jamais. Le referai-je? Honnêtement, oui. J'ai d'abord essayé toutes les autres approches. J'ai tenté de raisonner avec elles, de faire des compromis, de trouver des alternatives. Elles ont rejeté mes préoccupations et m'ont traité avec condescendance à chaque tournant. Quand maman m'a dit « Tu comprendras quand tu seras plus grande », elle disait en réalité que mes pensées et mes sentiments n'avaient pas d'importance,
que j'étais trop jeune et inexpérimenté pour avoir des opinions valables sur ma propre vie et mon avenir financier. Il s'avère que je comprenais parfaitement. Je comprenais qu'on me demandait de sacrifier ma sécurité pour les désirs de quelqu'un d'autre. Je comprenais que ma famille me voyait comme une ressource à utiliser plutôt que comme une personne à respecter. Et je comprenais que, parfois, la seule façon d'amener les gens à vous prendre au sérieux est de leur montrer que leurs actions ont des conséquences. La clé que j'ai laissée sur la table n'était pas seulement une clé de maison. C'était un symbole de tout ce que je laissais derrière moi, le dysfonctionnement, le favoritisme, l'irresponsabilité financière et l'attente que je serais toujours celle qui se sacrifierait pour le bonheur de tous les autres. Je ne regrette pas de l'avoir laissé derrière moi.